Informatique et informatisation en sciences humaines. 60 ans après, et alors? On m'a demandé de dévoiler, enlever le voile, d'expliquer tout un parcours, de présenter toute une histoire à la fois collective et personnelle. Toute histoire est toujours un peu personnelle. Elle comporte une part personnelle par ce qui est dit, la manière dont cela est dit, par ce qui n'est pas dit, par ce qui est involontairement ou même volontairement occulté pour quelque raison que ce soit. Bref, pour reprendre la formule du grand Marcel Jousse écrite en 1955, toute objectivité est subjectivité. C'est cet auteur qui proclamait que le vrai laboratoire est le laboratoire de soi-même et que la science ne peut être qu'une immense et magnifique installation provisoire. Il faut insérer ici immanquablement une humble histoire personnelle qui explique et fait entrevoir le tout. On pourra suivre de la sorte les réalisations progressives, les découvertes de ce que les autres avaient déjà fait entrevoir et mis au point selon les possibilités du moment. In principio, au commencement, en arché, Bereshit. Où suis-je? D'où suis-je venu? Où vais-je? Voilà un point de départ qui se fonde sur une belle expression de Nicolas de Cus au XVe siècle. L'avenir, on ne le connaît pas. Le présent, souvent, on ne le connaît pas vraiment et on le vit souvent mal. Mais le passé. Tocqueville, au XIXe siècle, a dit « Lorsque le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. » Et Paul Claudel a écrit cette phrase « Il y a encore quelque chose de plus inaccessible que l'avenir, c'est le passé. » Je vais donc évoquer devant vous un présent et une histoire. Tout a commencé avec l'étude de l'œuvre de Raoul de Saint-Trond, un moine bénédictin né vers 1070 près de Namur, à Moustier-sur-Sambre, c'est-à-dire monastère-sur-Sambre, nominé monasterium, comme le dit son secrétaire et continuateur Giselbert, et mort à Saint-Trond en 1138. Évoquant ici la figure de Raoul, je me replace dans mon premier contact avec la mécanisation et l'informatisation de l'étude des textes. Aristote, au IVe siècle avant notre ère, énonce cette phrase « À considérer les choses dans leur genèse, on en obtient une parfaite intelligence. » Nous avons donc toujours intérêt de voir les choses dans leur genèse. Nani super gigantes. Nous sommes des nains sur les épaules des géants. Formule de Bernard de Chartres au XIIe. Nous sommes donc sur les épaules des premiers créateurs en quelque domaine que ce soit. Il faut donc se pencher sur la genèse et la déjà très longue histoire des Digital Humanities. Disons des études concernant les écrits et la pensée effectué grâce à un auxiliaire prodigieux et désormais indispensable, l'ordinateur permettant le traitement informatique. Au moment où je commence à recourir aux machines, le mot informatique n'existe pas. Il ne sera créé qu'en 1962, à partir bien sûr du mot information, et le mot ordinateur qui semble dater de 1951 a attendu tout un temps pour remplacer le mot anglais computer ou le mot français calculateur. Il est intéressant de noter que c'est un latiniste, Jacques Perret, qui a proposé à IBM en 1955 d'utiliser ce mot ordinateur. L'inventeur de l'ordinateur comme tel passe pour être un Américain d'origine hongroise, John von Neumann, et il désignait par là une machine conçue en 1945. De fait, c'est peu après cette année que commence la grande aventure de l'usage des machines pour étudier les textes. Le grand fondateur est ici
le père jésuite Roberto Busa, né à Vicenze, ville de Vénétie, en 1913 et décédé à Gallarate, près de Milan, en août 2011. J'ai eu l'honneur de faire son éloge funèbre, publié en 2014 dans les actes du 14e colloque romain du Lexico Intellectuale Europeo de 2013. C'est à Gallarate que le père Busa a eu son premier centre. C'est lui qui débuta en 1949 et qui a persuadé le directeur d'IBM, Thomas Watson, qu'il y avait de l'avenir dans les machines pour l'étude des textes et tout ce qui relève au texte. Dès 1950, il publie, Busa, dans la revue Speculum, l'annonce du Complete Index Verborum of St. Thomas. Et en 1951, il publie une concordance des hymnes attribués à saint Thomas d'Aquin, indici di parole automaticamente composti e stampati da machine IBM a schede perforate. Et donc clairement mentionné là l'usage des cartes perforées. Tout son programme aboutira plus tard à la publication de l'immense Index Thomisticus. Au cours de tous ces travaux, le père Busa sera accompagné d'Antonio Zampolli, présent internationalement sur tous les plans, qui dirigeait le centre d'automatisation des textes à l'université de Pise. En France, Bernard Quémada entame des travaux d'informatisation à Besançon dès la fin des années 50. Il sera celui qui créa et proposa le mot nouveau, ce néologisme, dictionnérique, pour l'étude des dictionnaires par ordinateur. Il fut le directeur du Trésor de la langue française, élaboré et achevé à Nancy le fameux TLF que fonda et présida à ses débuts Paul Ims. En 1961 se fonde à l'Université de Liège le LASLA, le laboratoire d'analyse statistique des langues anciennes. C'est l'œuvre du professeur Louis Delatte et d'Étienne Évrard. C'est là que j'aurai personnellement l'ancrage important dès la fondation. J'entreprends en effet précisément le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre 1961, la mise sur carte perforée du texte de la chronique de Saint-Tron. Texte qui allait faire l'objet, et auteur qui allait faire l'objet du doctorat que je venais d'entreprendre en 1960 en tant que stagiaire au Fonds national de la recherche scientifique. Mon directeur de thèse est alors le professeur Maurice Hélin, l'auteur notamment du premier Index Scriptorum Oporumque Latino-Belgicorum Medievi, qui fut président du Centre belge d'études de la latinité médiévale. Dès 1964, j'ai publié dans la revue Alma une étude intitulée « Application des méthodes mécanographiques à un auteur médiéval ». Il s'agissait de mécanographie dans le sens où le support de l'information textuelle était les cartes perforées. Parallèlement à tout cela, le professeur Léopold Génicot de l'Université de Louvain avait publié en 1963 dans le bulletin de l'Académie royale de Belgique un article intitulé « Ordinateur et études médiévales ». En 1968, dont Jacques Froger publie un ouvrage intitulé « La critique des textes et son automatisation ». Un autre bénédictin, dont Ferdinand Poswick de l'abbaye de Maretsou, entreprit une informatisation des textes bibliques. C'est lui qui a fondé assez récemment un très intéressant musée de l'informatique à Namur, dont la visite vaut absolument la peine, car cela permet de voir tout le chemin parcouru depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. En Italie, il n'y a pas eu que le père Busa, Zampolli et le centre de Pise. Il faut citer
Outre l'Accademia della Crusca de Florence, et notamment le professeur d'Arco Silvio Avalli, l'extraordinaire savant que fut le professeur Tullio Gregori, qui fonda en 1964 le Lessico Intellectuale Europeo à Rome, centre avec lequel nous n'avons pas cessé de collaborer et qui a publié plusieurs études de haut niveau, et l'on y retrouvera le nom de bien de personnes qui auraient mérité d'être citées ici. Il faut rappeler aussi le rôle joué par la SIPM, la Société internationale pour l'étude de philosophie médiévale. Elle institua en son sein une commission informatique et études de textes médiévaux. Celle-ci débuta en 1972 lors du congrès de Madrid. Ceux qui ont vécu ce congrès se rappelleront la joute qui fut rude entre le chanoine Fernand van Steenbergen et Tullio Gregori, l'ancien et le nouveau. Lors de la réunion de cette commission, dont la présidence m'avait été préalablement confiée, j'ai eu tout le soutien pour nos travaux, de la part tout spécialement du père Bouza et du père dominicain de Contenson, qui dirigeait alors la commission léonine, commission créée par Léon XIII et chargée de l'édition nouvelle des œuvres de saint Thomas. 8 millions de mots, avec un parallèle de 2 millions de mots. Il proclama son accord avec les perspectives que je développais, et c'est ainsi qu'il envoya au cétédoque de Louvain Pierre Sténier pour qu'il se forme aux méthodes nouvelles et puisse les actualiser au sein de la commission lyonnaise. Je rends ici hommage à tous les membres de cette importante commission et particulièrement au très cher père Louis-Jacques Bataillon. Je n'oublie pas de citer un autre défenseur et membre de la commission qui fut le premier président de la FIDEM, la Fédération internationale des instituts des études médiévales, fondée par le professeur Jacqueline Hamès. Cette autre brillante figure dominicaine fut le père Léonard Boyle, préfet de la Bibliothèque Apostolica Vaticana. Bien d'autres initiatives doivent être mentionnées et je ne peux évidemment pas tout citer. Tel Félicien de Tollenaar en Hollande pour les textes de langue néerlandaise, Wilhelm Ott en Allemagne, à Tübingen, ou Joseph Reben aux États-Unis, le fondateur en 1966 du journal Computers and the Humanities, et en 1978 l'association du même nom. Charles Muller aussi, à Strasbourg, qui dirigea la collection de travaux de linguistique quantitative, et je devrais en citer bien d'autres. Je ne puis manquer de mentionner aussi l'association anglaise fondée en 1973, l'Association for Literary and Linguistic Computing, qui organisa tant de rencontres internationales, sans oublier la commission informatique IBM du Fonds national de la recherche scientifique du Belge, où Wallons et Flamands rassemblés, je représentais les sciences humaines. Ça signifie clairement qu'il y eut de 1970 à nos jours, pour l'étude informatique des textes et l'automatisation de la recherche dans le domaine textuel, un extraordinaire intérêt. Alors, l'histoire de l'informatique, je vais présenter une synthèse qui saisit les différentes étapes, et rapidement bien sûr, les différentes étapes qui ont été parcourues. Certains observateurs superficiels ne semblent pas avoir conscience que l'automatisme possède des racines profondes dans les siècles qui ont précédé le nôtre. Je m'en tiendrai bien sûr à l'essentiel, l'histoire du calcul automatique et ce qui va déterminer la création et l'usage des ordinateurs. À l'origine, il y a le computer manuel, comme Poutard et Digitis, compté avec ses doigts, comme le dit au 1er siècle Pline l'Ancien. L'homme invente les bouliers compteurs, les tables du calcul grec, les abaques romains, les bouliers chinois ou russes. C'est effectivement là le premier outil à traiter les nombres,
tête de lignée de toute une génération de machines à calculer. Toute notre histoire commence bien par là. L'invention des bouliers remonterait à 5000 avant Jésus-Christ. Après ce premier stade, celui de l'outil manuel, vient celui de la mécanisation. Pascal, au XVIIe siècle, inventa la machine arithmétique et en fit construire le premier exemplaire entre 1642 et 1645. Celui-ci effectue des additions, des soustractions avec report automatique des retenues. Machine conçue pour aider son père. Et on ignore combien d'exemplaires de cette machine furent construits. Il en existe encore 8, dont l'une est datée de 1652. Il semble par ailleurs que ce ne fut pas la première calculatrice mécanique qui remonterait à 1623. On retiendra que Diderot consacre à cette machine une notice détaillée dans son encyclopédie, sa fameuse encyclopédie. Leibniz, qui mourut en 1716, conçut, lui, sans cependant en pouvoir réaliser complètement l'exécution, une machine à multiplier. Le système de Leibniz fut réalisé par Thomas de Colmar en 1820, l'arithmomètre, première machine à calculer couramment utilisée, et l'on ne manquera pas par la suite de concevoir et de réaliser des machines de plus en plus complexes. L'époque ne ressentait pas, vrai dire alors, la nécessité de l'emploi de telles machines. Aussi, la machine à calculer ne commence à s'imposer que dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'au cours des XVIIIe, XIXe siècles, on s'attache à découvrir plusieurs types de mécanismes automatiques. Ainsi Jacquard, 1752-1832, invente-t-il les cartons perforés, bien qu'avant lui, et dès la première moitié du XVIIIe, on eut l'idée de bandes de papier perforées et de cartons perforés. Donc la carte perforée semble bien une invention du XVIIe. On constate donc que sont désormais acquis le report mécanique et l'entrée des données sur carte perforée. C'est un mathématicien anglais, Charles Babbage, mort en 1871, qui eut l'idée de réunir ces deux inventions. La calculatrice mécanique qu'il conçoit permet pour la première fois une commande séquentielle d'opérations mathématiques enregistrées sur carte perforée. Son idée tout à fait remarquable fut ainsi de concevoir la mise en mémoire de l'information. Hermann Hollerith, 1860-1929, un statisticien américain, réalisait certaines idées de Babbage. Il fit ainsi breveter en 1885 le codage de l'information sur carte et conçut de la sorte le premier ensemble mécanographique sur carte perforée. Pour la première fois, il utilisa à la fois l'électricité et les cartes perforées. Cet ensemble servit à dépouiller le recensement des États-Unis en 1890 et permit de réduire de 2 ans le temps du dépouillement. Je ne parle clairement pas d'aujourd'hui. Ces machines devinrent en 1924 avec Thomas Watson les International Business Machines, c'est-à-dire à IBM. Dès 1926, ces machines furent réalisées, utilisées dans le domaine scientifique. De 25 à 42, les machines vont évoluer d'un système mécanique à un système électronique. Les possibilités d'automatisation vont évoluer alors d'une manière importante grâce à l'application de la numérotation binaire recommandée dès 1938 par Couffignal. On conçoit immédiatement que l'alternative 0,1 peut être rapprochée de l'alternative circuit ouvert, circuit fermé. Ce qui, au départ, est réalisé avec un système de lampes, le sera ensuite avec des transistors, puis des tores magnétiques, des petits anneaux ferromagnétiques ou ferrites, qui peuvent être magnétisés
dans un sens ou dans un autre. C'est toujours du binaire. C'est une étape décisive dans toute cette histoire. Le développement que l'on va connaître par la suite, c'est la mathématisation des structures logiques. Il faut rappeler ici que c'est seulement vers le milieu du XIXe siècle que sont établies les bases véritables de la logique mathématique. Les deux noms qu'il faut citer ici sont Augustus Morgan, mort en 1870, et surtout celui de George Boole, décédé en 1864, on parle d'algèbre booléenne, qui peut être considéré comme le créateur de la logique moderne. Son but fut d'exprimer les opérations de l'esprit par l'intermédiaire desquelles s'effectue le raisonnement dans le langage symbolique du calcul. Je peux m'arrêter là, tout cela évoque une histoire lente et progressive. Tout part donc bien du 0 et du 1, du yin et du yang, cette conception bien ancienne, ce qui est, ce qui n'est pas le système binaire. Déjà, Pierre Abélard, prodigieux auteur du XIIe siècle, a un ouvrage qu'il a intitulé « Le sic et non ». On va saisir donc immédiatement la relation entre la réalité électrique et le fait de traiter l'information, ce courant qui passe ou qui ne passe pas. Dans le code de la carte perforée ou de la bande perforée, il y a un trou ou pas de trou. Par conséquent, le courant passe ou ne passe pas. Le premier alphabet traité sera, évidemment, l'alphabet latin, sous la forme tout d'abord des seules lettres majuscules. Quand j'ai commencé, c'était uniquement les lettres majuscules. Tout chiffre correspond à une seule perforation dans une colonne de la carte donnée. Et toute lettre de l'alphabet comporte deux perforations. Ce ne sont tout d'abord que les codes utilisés pour ces formes dites latines, et tout le reste va apparaître par après progressivement. Ce qui était du ressort électrique va donc, comme je l'ai déjà fait entrevoir, devenir de nature magnétique, et c'est ainsi qu'on passera des cartes ou des bandes perforées au support magnétique. L'énorme stockage des cartes perforées va se muer en bandes et disques magnétiques. Ce passage des cartes et des bandes perforées au support magnétique me laisse un souvenir étonnant parce que c'est celui de la grande écrivaine néerlandaise Hella Haase. On avait traité une de ses œuvres et quand elle a vu cet appareil, elle n'en croyait pas ses yeux. Dans ce que l'on demande désormais aux machines de faire, il y aura des évolutions parallèles. Au point de départ, ce sont des tableaux de fils innombrables qui vont d'un point à un autre. Et on en inventera progressivement des langages symboliques de plus en plus performants et simplifiés. À la grande époque des débuts, ce furent assez vite ces développements de ces deux langages que je vais vous citer, le Fortran pour le numérique, le COBOL pour le non numérique, donc notamment l'administration. Le Pascal par la suite, qui se voulut la rencontre de ces deux langages de programmation. Et puis la programmation n'a cessé d'évoluer et tout continue d'évoluer. Au début, on a connu ces grosses installations de machines, puis est apparue progressivement la micro-informatique et ensuite tout ce qui est actuellement disponible. Il y a donc un mouvement incessant qui ne cesse de mettre davantage les moyens informatiques à notre portée directe. Ce qui ne signifie, hélas, pas que nous sommes toujours dans le meilleur des mondes. Ainsi, je suis donc loin de mes travaux de doctorat des années 60 du siècle dernier. Ce qu'il faut néanmoins souhaiter fortement, c'est que plus on avance, plus on peut et doit devenir critique. Ce n'est pas l'intelligence artificielle dont on nous rebat un peu les oreilles qui va vraiment élever notre niveau. Il y a, à mes yeux, entre le substantif intelligence et cet adjectif artificiel, une proximité qui me dérange, parce que contradictoire, bien que je puisse évidemment saisir le positif qu'il peut y avoir. La critique est notre liberté, notre manière fondamentale pour avancer et découvrir ce qui n'a pas été vu.
Présentant maintenant très brièvement, si vous voulez bien, l'histoire de l'ancrage du Corpus Christianorum et des éditions Brepols dans toute cette évolution. Docteur en philosophie et lettres de l'Université de Liège, avec une thèse utilisant l'informatique, défendue en 1964, chargé de recherche au Fonds national de la recherche scientifique, j'avais déjà publié 2 ouvrages, en 1965 et 1966, d'Indices Verborum et de relevés statistiques. Je suis ainsi appelé en 1966 à l'Université catholique de Louvain, spécialement par Monseigneur Massot, en tant que chargé de cours associé à la faculté de philosophie et lettres. Je suis clairement nommé pour introduire les méthodes nouvelles dans l'enseignement et dans les facultés des sciences humaines. Cela se concrétisera par la création d'un cours d'initiation à l'informatique, par la fondation dès 1968 du CETEDOM, Centre de traitement électronique des documents médiévaux, qui s'appellera dès 1969, en laissant le médiéval de côté, Centre de traitement électronique des documents sans plus. Car ce n'est plus seulement le Moyen-Âge qui est en cause, ni uniquement le latin, mais l'ensemble des sciences humaines. Jusqu'à la fin de son rectorat, Monseigneur Massot nous a soutenus dans toutes ces initiatives et je lui rends tout l'hommage de reconnaissance que je puis. J'y joins un hommage à Monseigneur Philippe Delay, rappelé du Canada la même année 1766 et devenu presque aussitôt doyen de la faculté de théologie à Louvain. Il fut par la suite le secrétaire de la commission théologique de Rome. Pourquoi est-ce que je le cite? C'est que nous sommes alors à l'époque du lendemain du Concile Vatican II, qui se conclut en 1965. Et Monseigneur Delay soutint immédiatement le projet de faire l'analyse automatique de tous les actes de ce concile. Ce traitement automatique entraîna celui de tous les conciles œcuméniques et généraux. Ainsi, la Sorbonne entreprit avec le CETEDOC le traitement informatique des conciles médiévaux. L'ensemble de cette entreprise a notamment abouti, chez Brepols, à la publication en 1996 du Thesaurus Conciliorum Economicorum Generalium Ecclesiae Catholicae. Bien avant ça, il y a eu d'autres choses. Grâce à l'environnement romain, le contact avec le professeur André Robinet, spécialiste de Malebranche, qui nous a fait étudier l'éthique de Spinoza, publication 1977. Tout ça, d'abord, la première a été chez Holmes, et puis tout de suite est devenue publication Brepols. Nous avons commencé, dès 1968 aussi, à traiter systématiquement tous les auteurs du Moyen-Âge qualifiés comme belges, ayant écrit des origines jusqu'à la fin du XIIe siècle, sans oublier les documents diplomatiques traités en collaboration avec la Commission royale d'histoire. Nous avions les conciles œcuméniques, l'éthique de Spinoza, le corpus des sources franciscaines lancé par le très cher père Georges Mahieu, qui publia un premier volume en 1974, tandis que le professeur Jacqueline Hamès réalisa la concordance des Auctoritates Aristotelis, florilège aristotélicien de première importance, et entama un Thesaurus Bonaventurianus dans le premier volume paru en 72. Elle y joindra par la suite les sentences du très fameux Pierre Lombard, autre œuvre clé. C'est toute la collection informatique et du texte diffusée par Brepols que l'on pourrait évoquer ici. En considérant tout cela, il fallait absolument, après avoir traité toutes les œuvres de l'Antiquité latine, jusqu'au IIe siècle après notre ère, que nous intégrions la littérature patristique. Et nous nous sommes évidemment tournés vers le Corpus Christianorum et avons proposé le traitement systématique de l'ensemble de la Series Latina, puis de la Continuatio Medievalis. Cet accord se fit à la fin des années 70 du siècle dernier, et ce fut là une étape essentielle de la collaboration entre le Corpus Christianorum et le CETEDOC. On vit ainsi la constitution des Instrumenta Lexicologica Latina, les ILL, avec une première publication en 1982, la publication du Thesaurus Patrum Latinorum, avec d'énormes chantiers prenant en compte les œuvres complètes
et abondantes, comme celles d'Ambroise, de Jérôme, d'Augustin, de Grégoire le Grand, de Bernard de Clairvaux, d'Hildegard de Bingen et de combien d'autres. À côté de ces œuvres latines, il y a aussi le traitement d'œuvres de la pâtisserie grecque. Ainsi, l'étude de Grégoire de Nazianze, commencée par le professeur Justin Mosset et continuée par Bernard Coulis, et bien d'autres. En dehors du domaine latin, il y a eu aussi d'autres initiatives et publications. Je n'en citerai qu'une pour l'illustrer, c'est celle du traitement du portugais Camões. La suite fut claire parce que située dans la même ligne avec les mêmes objectifs. Lorsque l'Université catholique de Louvain décida à la fin du siècle dernier la suppression du CCDOC, et ce, lors de mon éméritat, donc à partir du 1er octobre 2001, fut créé dans le cadre du Corpus Christianorum et des éditions Prépols le CTLO, le Centre Traditio Linguarum Occidentalium. Le centre, peut-on dire, de la tradition des lettres de l'Occident, particulièrement de la tradition latine fondatrice de notre culture. Après la CTDOC Library of Latin Text, il y eut ainsi la base de données textuelle LLT, la Library of Latin Text, à laquelle va s'ajouter la DLD, la Database Dictionnaire latine, et on n'oubliera pas l'Aristoteles Latinus Database. On voit clairement que de chantier en chantier, les traitements informatiques et les bases de données se multiplient. La dernière intégration, qui est progressivement en cours, est celle de toute la collection de textes publiés par les sources chrétiennes, textes latins, grecs ou autres, et traductions françaises. Vous voyez que tout continue, tout s'amplifie, tout progresse en quantité et en qualité. Mais revenons à l'homme maître du sens. Et je citerai volontiers un texte biblique, prophète Isaïe, chapitre 5, verset 13, chapitre 5. Captivus ductus est populus meus qui non habuit scientiam. Mon peuple a été réduit en esclavage parce qu'il n'a pas pris en compte la science, parce qu'il n'a pas possédé la science. Vous aurez compris que je stigmatise ici des bases de données qui ne tiennent pas compte des progrès de la connaissance des textes, des vraies et fausses attributions, qui sont basées sur des éditions qui remontent bien souvent au XVIe siècle, qui mélangent titres d'auteur et titres d'éditeur. C'est d'ailleurs vrai aussi pour le XIXe siècle. Il y a des œuvres que Stendhal n'a jamais intitulées comme il les a intitulées, c'est des éditeurs qui ont donné les titres. Tout ça paraît assez incroyable, mais c'est totalement vrai. Il y a trop d'apprentis sorciers, il y a trop de vendeurs et pas assez de vrais chercheurs. J'ai hélas rencontré des chercheurs et dans une grande université allemande qui travaillaient sur les sermons d'Augustin et qui ignoraient complètement que ce sur quoi il se basait, à savoir la patrologie latine de Mine du XVIe siècle, qu'ils utilisaient une documentation où la majorité des sermons d'Augustin n'étaient pas présentes. Et pour cause, parce que pas publiés ou pas reconnus. Il faut donc tout faire pour ne pas être, sans en avoir conscience, des faussaires de la science. Le livre de Job, je suis très biblique, évoque avec d'éclairantes formulations les fabricatores mendaci, les cultores perversorum dogmatum, les fabricateurs de mensonges et ceux qui cultivent, qui suivent des enseignements pervers. J'ai conclu une intervention à Bâle en rappelant, en 1900, oh non, le temps passe. En 2018, la figure que j'ai eu aussi le bonheur de rencontrer, le père dominicain devenu cardinal par la suite, le père Congar. Citant son titre fameux « Vraies et fausses réformes dans l'Église », je notais qu'on peut et qu'on doit parler de vraies et fausses sciences. J'ajoutais en concluant, il faut donc bien faire un examen de conscience scientifique et se détourner de la perspective d'une construction d'une quelconque tour de Babel,
qui prétend atteindre le ciel et qui nécessairement ne manquera pas de s'effondrer. L'informatique aujourd'hui touche tous les domaines, la linguistique, la philologie dans son ensemble, l'histoire, l'archéologie, etc. Je n'ai évidemment pas voulu citer toutes ces applications concernant les sciences humaines, c'est pas possible, puisque l'informatique les concerne toutes. J'ai développé notre champ de recherche, les textes latins tout particulièrement, et les recherches lexicologiques attenantes. L'essentiel, on l'aura compris, est dans le choix de ce qui est valable et jugé sûr, et dans une utilisation rigoureuse et adéquate. Je vous l'avoue en finale, je veux reprendre un titre splendide d'un ouvrage de Luciano Canfora de 2008, Philologia e Libertà. La più eversiva delle discipline, l'indipendenza di pensiero e il diritto alla verità. Ma dernière parole ne sera donc pas une parole d'autosatisfaction, d'enfermement, mais de libération et d'exaltation. Celle d'une science qui fait peu à peu découvrir, qui met debout en avant. À demain. En vivant pleinement aujourd'hui, je me situe dans l'Aleph, au commencement. Et pourquoi, finalement, ne pas rappeler ce moment inoubliable vécu à Christchurch, la cathédrale d'Oxford. Nous sommes, avec beaucoup de gens de Brépols à l'époque, à un important et immanquable congrès patristique, celui qui se tient à Oxford tous les 3 ans. Nous savons bien, par l'histoire et l'expérience, que l'homme est fragile et que les dits scientifiques le sont aussi. Devant beaucoup de congressistes et de fidèles présents, le célébrant de la cathédrale, à la fin des vêpres, lors des intentions de prière, dit en clôturant, au milieu d'un grand silence, « Let us pray for honesty in scholarship ». Ce fut suivi d'un important silence que j'ai jamais oublié. Merci de votre attention.